Merci Monsieur Gapian, merci aux organisateurs de cette journée de m'avoir invité à parler non seulement du manuscrit d'Oslo dont on parlera tout à l'heure, mais aussi de mes premières amours, si je puis dire, qui sont le cartulaire de Sainte-Croix de Quimperlé. J'avais participé dans les années 2000, avant les années 2010 d'ailleurs, à partir de 2008 ou 2009, à la réédition en facsimilé du cartulaire de Sainte-Croix de Quimperlé. J'étais encore étudiant à l'époque, et comme je disais à l'instant à Julien, c'était quand même une sacrée marque de confiance à l'époque de me confier ce travail aux côtés de Joël Cagber et de Bernard Tanguy, et le projet éditorial avait fini par paraître en 2014. Et donc, ne le cherchez plus parce qu'apparemment il est épuisé, malheureusement. Et donc, je vais revenir un peu sur quelques éléments de ce cartulaire qui, présente un certain nombre de particularités, mais aussi de points communs avec beaucoup d'autres cartulaires et de productions d'écrits en cornouailles, qui sont donc le sujet de ce jour. Alors, quel est donc ce manuscrit ? Aujourd'hui, il est conservé à la British Library à Londres, sous la cote Egerton de 1802. Alors Julien vous a dit que effectivement beaucoup de manuscrits bretons se retrouvaient un peu éparpillés en France et même au-delà après les invasions vikings. Alors là, on est dans un cas qui est différent, puisque l'abbaye Sainte-Croix de Quimperlé, Arnaud Ibert l'a rappelé, n'est pas une fondation, est une fondation relativement récente par rapport aux autres abbayes dont on parle aujourd'hui, puisqu'elle a été fondée au milieu du XIe siècle. Je reviendrai sur la date exacte, si tant est qu'on la connaisse, mais elle n'existait pas pendant les raids vikings. Et donc, si le manuscrit se retrouve aujourd'hui à Londres, ce n'est pas le fait d'une errance des moines consécutive aux raids vikings, mais c'est bien un élément beaucoup plus récent, puisque c'est la Révolution française qui a fait que ce manuscrit est parti en Angleterre. Il a été acheté par un collectionneur et emmené en Angleterre au XIXe siècle, et il a été retrouvé par ses éditeurs Léon Maître et Berthoud au fin du 19e, début du 20e siècle, et il a été légué après par ce collectionneur, Lord Stapleton, à ses descendants, à la British Library. C'est un petit manuscrit, un petit codex de 170 mm de haut et de 113 de large, donc finalement pas un peu plus petit que celui de Landévennec, mais dans la même famille, je dirais, de taille. Ce ne sont pas des gros manuscrits. Il est composé de 167 feuillets de parchemin, ce qui est relativement important, mais ça reste, disons, dans la moyenne. Et la première particularité qu'on peut noter sur ce manuscrit, c'est qu'il est composé de parchemin dit insulaire. Quand j'ai eu l'occasion de consulter le document il y a maintenant quelques années, j'avais été surpris précisément par la nature du parchemin utilisé pour le composer. C'est un parchemin qui est très sombre, qui est surtout très épais, et qui a un aspect un peu pelucheux, un peu daim, si vous voyez, et qui donc est très particulier. Et j'avais fait des recherches dans ce sens en me demandant mais quelle est donc la technique utilisée qui ne correspondait pas à une technique bien connue par ailleurs. Et il se trouve que c'est un marqueur de parchemins qui sont faits selon la tradition dite insulaire. Alors quand on parle d'insulaire, c'est île britannique, Angleterre, Irlande, et l'utilisation de parchemins insulaires est considérée comme un bon marqueur d'influence insulaire sur le continent, car vous savez que les moines irlandais ont aussi beaucoup fait de fondations sur le continent, et sur le continent, on trouve de nombreux manuscrits qui sont faits en parchemin insulaire, sous influence irlandaise souvent. Mais sur la période pré-viking, avoir un manuscrit au XIIe siècle, début du XIIe siècle, je reviendrai sur la datation, encore en parchemin insulaire, c'est assez inédit, et c'est assez surprenant. Mais c'est ainsi. Le manuscrit lui-même est composé de 22 cahiers de construction disparates, c'est-à-dire qu'il est monté... normalement, quand vous faites un manuscrit, vous prenez les feuilles de parchemin, vous les pliez, vous faites des cahiers et vous les cousez ensemble. La nature du parchemin, en l'occurrence ici, où c'est un parchemin insulaire particulièrement épais, fait qu'il est difficile parfois de mener à bien la construction d'un cahier bien régulier. Et donc vous avez des cahiers qui font 8 feuillets, d'autres qui font 7, d'autres qui font 6, qui sont montés sur onglet. C'est un objet assez disparate. Ce qui fait aussi son caractère particulier, c'est son contenu. On parle de cartulaire de Sainte-Croix de Quimperlé, mais en fait, il possède beaucoup d'autres textes qu'un simple cartulaire. Cartulaire, qui vient du latin cartularium, qui en fait désigne un recueil de chartes, pour l'étymologie, donc de textes de la pratique, de textes juridiques.
En l'occurrence, je vous ai remis ici la composition de ce manuscrit-là. Vous voyez qu'il possède bien d'autres types de textes. On a, pour entamer le manuscrit, une vie de Saint-Gurtierne. Ensuite suivent un certain nombre de listes, des listes des papes, des archevêques de Tours, des évêques de Nantes, de Vannes, de Cornouailles, des comtes de Cornouailles. Ensuite, il y a une chronique depuis l'origine du monde. Ça, c'est les chroniques depuis l'origine du monde, c'est assez fréquent. Jusqu'au XIIIe siècle, c'est-à-dire qu'elle a été menée à bien par le scribe jusque dans les années 1130, ce qui permet de dater la fin d'ailleurs du travail de ce scribe vers 1130-1131, et elle a été continuée ensuite par d'autres moines. Il y a ensuite ce qu'on appelle une préface, c'est-à-dire un texte dans lequel le moine qui l'a écrit, qui s'appelle Gouréden, j'y reviendrai, explique son projet. Puis ensuite, on a le cartulaire proprement dit, c'est-à-dire le recueil des actes qui concerne l'abbaye de Sainte-Croix de Quimperlé. Et à la fin de ce cartulaire proprement dit, on trouve un dossier sur Belle-Île-en-Mer, qui en fait concerne un procès qui a eu lieu entre Redon et Sainte-Croix de Quimperlé pour la possession de Belle-Île. Et c'est un élément particulièrement important parce que c'est ce procès, au début du XIIe siècle, qui va occasionner la création du cartulaire. C'est une réponse, en quelque sorte, à ce procès. Donc, vous voyez des textes très différents. La partie cartulaire est finalement, certes, la plus importante numériquement, mais elle n'est qu'une partie de l'ouvrage. Et vous voyez, par exemple, ici, histoire d'illustrer un petit peu le propos, le début du dossier consacré à Saint-Gurtierne, parce qu'en fait, je vous dis que c'est une vie, mais c'est plutôt un dossier, c'est-à-dire il y a sa généalogie, sa vie et le récit d'invention de ces reliques dans l'île de Groix. Et ensuite, je vous ai mis le début de la liste des papes. Alors, je vous ai dit des éléments disparates, mais on a la chance d'avoir une préface du moine qu'il a écrit, et donc qui s'appelle Gouréden. C'est un moine qu'on connaît par ailleurs, qui est documenté dans les actes, et qui nous donne une idée de son projet dans ce texte, dont je vous ai mis une traduction, qu'on ne va pas commenter en entier, mais qui est intéressante. Il nous explique donc que, souvent par négligence pour les écrits, dans un grand nombre de lieux, nous savons qu'il arrive que diverses objections et attaques soient portées contre les églises de Dieu en défaut de leurs actes, et afin que rien de semblable dans le sommeil de notre inaction ne soit causé déraisonnablement à notre monastère, nous estimons qu'il faut veiller d'une plume de vérité en décidant, pour la première fois, que toutes les chartes ou privilèges dispersés en diverses pages de livres soient chacun particulièrement trouvés insérés dans ce présent libelle. Donc vous voyez, la première justification de son travail par le moine, c'est de dire il faut protéger l'abbaye. Il faut protéger l'abbaye contre les attaques. Et évidemment, ce que Gouréden avait en tête à ce moment-là, c'est le procès contre Redon. Le Redon qui avait revendiqué la possession de Belle-Île contre Sainte-Croix de Quimperlé. Donc vraiment, protection juridique en premier lieu. Il nous explique ensuite qu'il fait donc remonter son œuvre au fondateur. Il explique la question de la fondation de l'abbaye, qu'il veut renforcer l'autorité de cette abbaye, et pour ça, il insère aussi la série des noms des papes, des archevêques, des évêques, etc. etc. C'est intéressant parce que quand il dit qu'il fait remonter la création, qu'en tête de son ouvrage, il met le fondateur, c'est-à-dire qu'il pose Saint-Gurtierne comme étant le fondateur de l'abbaye. Ce qui n'était pas forcément une donnée. Arnaud Ibert l'a rappelé, l'abbaye a été fondée par Alain Cagnard, le comte de Cornouailles, et pas par Saint-Gurtierne. Donc, gardez ça en tête, c'est un élément important. Et dans la fin de la préface, il indique qu'il a mis un dossier sur Belle-Île précisément pour expliquer toutes les étapes de ce fameux procès. Si vous allez voir, voilà, la fameuse préface qui se trouve ici. Oui, c'est très beau, en effet. C'est très beau, et ce qui est vraiment exceptionnel, c'est vraiment que ce soit signé, en fait. Hein. Les œuvres médiévales, quelle que soit leur nature, sont très très rarement signées. Et là, avoir un texte dont on a le nom de l'auteur, c'est exceptionnel. Et ce qui est certain aussi, c'est que la composition du manuscrit, sa disposition en cahier que j'ai évoquée, et l'écriture qui est la même du début à la fin du manuscrit, hors ajouts postérieurs, mais qui sont facilement identifiables,
ça nous montre bien que ce moine, Gureden, est à la main sur tout et qu'il a un vrai projet pensé dès l'origine sur ce manuscrit-là. Ce n'est pas plusieurs scribes qui sont venus intervenir, plusieurs strates, c'est vraiment un projet d'un moine précis qui agit évidemment sur la commande de son abbé, hein, mais on a bien un maître d'œuvre. Alors, ce projet-là, quel est-il? Donc, je l'ai déjà évoqué, une arme défensive hein, pour l'abbaye, contre la suite du traumatisme qu'a connu l'abbaye après le procès contre Redon. Comprendre que ce n'est pas une arme contre Redon, parce qu'au moment où Gureden entreprend son travail, le procès est déjà terminé. Hein, Sainte-Croix de Quimperlé a gagné son procès. Mais afin que de pareilles mésaventures ne se reproduisent pas, il est important de se forger une défense. Il l'évoque aussi, il s'agit d'écrire l'histoire de son abbaye. Et même si on n'est pas dans le cas que Julien Bachelier exposait dans son introduction d'une réécriture d'une histoire après les raids vikings, la coupure que peut représenter l'exode du clergé, on est quand même à une période charnière de l'histoire de l'abbaye qui commande un certain nombre de réécritures. Donc, je l'ai déjà évoqué, on a déjà la mobilisation d'un nouveau saint fondateur, saint Gurtierne, qui, si vous me permettez l'expression, on se demande ce qu'il vient faire dans cette galère, parce qu'a priori, il n'a pas de lien direct avec l'abbaye. C'est un saint. Il a fondé le monastère d'Anoroth. C'est comme ça que s'appelle la fondation de Saint-Gurtierne. Et voilà, la vie en reste là. Dans les premiers actes de fondation de l'abbaye par le comte Alain Carniart, il est fait mention de cette villa Anoroth sur laquelle est construite l'abbaye Sainte-Croix de Quimperlé. Mais il n'y a pas de lien direct. Il n'est pas dit que c'est une abbaye qui est reprise et qui est transformé par le comte Alain Cagnard. On dit on fonde une nouvelle abbaye sur un lieu qui s'appelle Anoroth. Vous voyez déjà, il y a un petit maquillage de l'histoire où on veut montrer une certaine antériorité, parce que ce n'est pas daté Saint-Gurtierne, mais c'est évidemment beaucoup plus ancien. Et comme le disait Arnaud, évidemment, ce qui est antique, c'est bien, ça a du poids, c'est toujours mieux. Et quand on est dans une période où on doit défendre ses droits, pouvoir montrer une antiquité supérieure aux autres, c'est toujours important. Et ça, c'est intéressant aussi le fait de mobiliser un nouveau saint fondateur parce que ça peut procéder de plusieurs modèles. Il y a Landévennec, mais M. Lebecq reviendra dessus. Landévennec a fait la même chose plusieurs décennies auparavant en mobilisant son saint fondateur, hein, saint Guénolé. Et Redon avait aussi fait, donc Redon, la grande ennemie, avait aussi fait la même chose en mobilisant un saint prestigieux de son histoire, saint Convoyon. Et Sainte-Croix, le problème, c'est que quand vous avez une dévotion à la Sainte-Croix, c'est très bien, c'est spirituel, mais pas très incarné, hein, quand vous avez besoin d'un défenseur facile à mobiliser. Donc c'était mieux sans doute d'avoir une personne incarnée plutôt qu'un concept, la Sainte Croix. Il y a aussi un petit problème sur les dates. Je l'ai évoqué. Donc la date de fondation donnée par l'acte de fondation du comte Alain Cagnard, c'est 1029. Mais cet acte nous dit qu'il a demandé à Léon IX de confirmer sa vision du songe de la croix dorée qui descend sur ses yeux, etc. Et il envoie pour ça son frère, l'évêque de Quimper-Orscan, au concile de Versailles qui s'est tenu en 1050. Donc déjà, vous voyez, rien que dans le texte, il y a une confusion. 1029, c'est pas possible, puisque le concile qui est cité, c'est 1050. Et il se trouve que la chronique de Saint-Mexan rapporte la création de Sainte-Croix de Quimperlé en 1046, ce qui est plus près de 1050 que 1029. Si vous rajoutez Saint-Gurtierne, la fondation d'Anoroth, etc., on se trouve avec au moins 4 ou 5 dates de fondation différentes qui sont toutes plus ou moins compatibles entre elles ou plus ou moins incompatibles entre elles, et ça devient très difficile de savoir ce qu'il en est exactement. Mon hypothèse à ce stade, c'est qu'il y a sans doute eu une fondation en plusieurs étapes, une fondation début 11e, première fondation par le comte Alain Cagnard, peut-être 1029, et une confirmation pontificale qui a lieu bien plus tard, en fait. Sans doute donc autour du XIe siècle, qui a assis en fait l'abbaye à ce moment-là. Voilà pour récapituler un petit peu la composition du manuscrit. Hein, vous voyez, pour voir un peu les équilibres. Et vous voyez que la préface se situe au milieu. Et en fait, ça illustre un peu ce que je viens de dire. On a une sorte de mise en perspective de l'histoire récente de l'abbaye qui est dans le cartulaire proprement dit, par une sorte de très grande introduction qui comprend cette vie de Saint-Gurtierne, les listes des papes, d'archevêques de Tours, etc., et la chronique.
et ce qui inscrit aussi l'histoire de l'abbaye dans l'histoire universelle. La chronique est universelle, elle ne parle pas seulement évidemment de la Cornouaille, ni même que de la Bretagne, elle commence de l'origine du monde, Adam et Ève, etc. Et elle va jusqu'à évidemment les événements les plus récents de la Cornouaille. Donc c'est à la fois une introduction, une mise en perspective et une inscription de l'abbaye dans l'histoire universelle. Mais un cartulaire, c'est aussi un outil de gestion, hein, c'est-à-dire que c'est pas tout de mettre les chartes pour reconstituer cette histoire, ça sert aussi à gérer des droits. Et c'est très marqué aussi dans le cartulaire de Sainte-Croix de Quimperlé, puisque vous avez dans un certain nombre de cas des rentiers qui sont inscrits à la suite des actes. Ici, par exemple, vous avez l'exemple du rentier de Locronan. À la suite d'un dossier avec plusieurs actes qui concernent Locronan, vous avez une liste des droits et des redevances qui sont dus sur ces terres qui appartiennent à l'abbaye. Et c'est souvent des textes qui sont mobilisés par les linguistes parce que c'est là-dedans que figure le plus grand nombre de mots en vernaculaire, en breton en particulier. Vous voyez Terra quedicitur gudul sanctironani, deruldat filio blenvlivet, tri anter minot frumanti et minot ker. Ker, c'est l'avoine, par exemple. Voilà, donc ça a été beaucoup de termes en breton figurent à cet endroit-là, et c'est pour ça qu'ils ont été aussi particulièrement étudiés. Enfin, quand vous faites une compilation de vos archives pour en faire un cartulaire, vous allez structurer, faire un plan avec ce que vous avez sous la main. C'est rare que les moines prennent un acte, puis un autre, et puis le copient, et puis voilà. Il y a une organisation qui se fait. Et l'organisation de ces chartes permet un peu de voir la structuration de l'espace telle qu'il la projetait à partir de leur abbaye. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails là-dessus, mais voyez qu'on a quand on essaie de voir la projection géographique un peu de l'organisation, on a en fait deux éléments à noter. C'est que déjà, l'espace est structuré en espaces plus ou moins cloisonnés. Vous avez un espace central autour de l'abbaye et plusieurs espaces qui gravitent autour. Et ces différents espaces sont reliés entre eux. Alors, par ce mouvement, je ne dirais pas que ce sont des entrelacs celtiques, mais si vous voulez, c'est peut-être soit quelque chose de très pragmatique, ça figure une route de prélèvement. Souvent, c'est noté dans certains cartulaires que des routes de prélèvement, vous avez un moine qui vient faire les prélèvements, et donc du coup, ça peut correspondre à un certain nombre de routes connues, ou alors c'est juste une projection mentale depuis l'abbaye. Il y a une route qui part vers le nord, une route qui part vers l'ouest, une route qui part vers l'est, et les trois finalement se croisent dans la zone centrale. En dernier point, je voudrais évoquer les différentes influences qui se sont exercées sur ce projet-là. Déjà d'un point de vue matériel, le parchemin insulaire, j'ai déjà dit, je n'y reviens pas. L'écriture, c'est une caroline très belle, vous l'avez souligné, mais elle est surtout très standard, elle n'a pas de point très marquant. Voilà. Elle se reconnaît facilement, mais disons qu'elle n'a pas de caractéristiques qui permettent de dire elle vient plus de l'ici que de là. Elle est assez proche de celle qu'on trouve en Bretagne à cette époque-là. Le décor, par contre, vous verrez avec l'exposé de M. Lebec, et puis si vous avez l'occasion de monter, vous pourrez voir le cartulaire de Landévennec juste au-dessus. Le décor n'a absolument rien à voir avec le cartulaire de Landévennec qui donc a pu servir de modèle, je vous ai dit, par la mobilisation du saint fondateur. Vous voyez, à gauche, cartulaire de Quimperlé, à droite, cartulaire de Redon. C'est beaucoup plus proche du cartulaire de Redon que du cartulaire de Landévennec, ce qui peut paraître paradoxal, puisque Redon, encore une fois, c'est l'ennemi, c'est le repoussoir. Malgré tout, on a bien vu sans doute ce cartulaire qui avait été produit lors du procès, et donc on s'en est beaucoup inspiré pour le décor, qui reste très simple. Ce sont des lettrines en deux couleurs, rouge, vert, en alternant une principale et puis un filigrane autour de la couleur opposée. Et c'est à peu près le seul décor que l'on trouve dans le cartulaire de Sainte-Croix de Quimperlé. Mais vous voyez que c'est un système de décor tout à fait similaire à celui du cartulaire de Redon. Du point de vue du projet global, évidemment, les influences sont aussi multiples. Landévennec, je l'ai déjà évoqué, par cette mobilisation du saint fondateur, mais je voudrais évoquer aussi le cas du cartulaire de Saint-Mexan. Saint-Mexan est une abbaye poitevine qui présente beaucoup de points communs, qui a produit un cartulaire dans les années 1110-1120, le cartulaire de Quimperlé
dans les années 1120, le projet de Gouredен, Goureden l'a tenu des années 1120 au tout début des années 1130, donc une chronologie assez proche. Le cartulaire de Saint-Mexant est un des rares, sinon le seul, dans la France de l'Ouest à posséder une préface. Je vous ai dit, préface de Goureden, là, on est sur 2 cas uniques d'une préface de cartulariste. Dans le cartulaire de Saint-Mexant, vous avez une structuration aussi, entre une période avant la confirmation pontificale de fondation de l'abbaye et une période après, ce qui n'est pas sans rappeler les difficultés de datation de la fondation de Sainte-Croix de Quimperlé. D'un point de vue tout à fait matériel aussi, ce sont de petits formats, ils sont à peu près la même taille. Le saint fondateur est évoqué en tête dans les 2 cas. Et enfin, je vous ai dit tout à l'heure aussi, la chronique de Saint-Mexant, dont on suppose que l'auteur est le même que l'auteur du cartulaire, une des rares chroniques en France à signaler la fondation de l'abbaye Sainte-Croix de Quimperlé. Donc il y a une connexion très nette entre Saint-Mexant et Sainte-Croix de Quimperlé. Une connexion entre le Poitou et le sud Cornouailles qui est documentée par ailleurs. On sait que dans le cartulaire, il y a des Poitevins qui figurent. Donc il y a un axe, en tout cas, très fort, en particulier avec Saint-Mexant, c'est très net. Par ailleurs, les pratiques de compilation qui sont faites au sein du cartulaire lui-même sont très cornouillaises pour les actes les plus anciens. Quand vous faites une compilation d'actes, vous avez en gros 2 extrêmes dans les solutions que vous pouvez utiliser. C'est soit vous les copiez exactement à la lettre comme ils sont, soit vous les résumez pour en faire un texte nouveau. Et vous avez plein de nuances en fait entre ces 2 extrêmes-là. En Cornouailles, on était plutôt sur le premier cas, sur le deuxième cas, c'est-à-dire on réécrit, on réarrange et on produit un texte nouveau. Ça, on le voit très bien dans la pancarte de Locmaria. On le voit très bien dans une autre pancarte produite au XIe siècle pour le chapitre cathédral de Quimper. Et puis, il y a le cas du cartulaire de Landévennec aussi, mais je ne m'avance pas, je laisserai M. Lebec vous en parler. Donc, le cartulaire de Sainte-Croix de Quimperlé s'inscrit dans cette même tradition, mais on voit qu'il a un souci pour les actes et pour le respect du texte original bien plus grand que ne l'ont ces autres textes que j'ai cités. Donc, on voit qu'il y a une sorte de transition. Et puis, dernier point, et après je m'arrête là, il y a aussi une particularité sur l'utilisation de signes graphiques utilisés comme signe de validation. Vous les envoyez ici un exemple. Il y en a plusieurs dans le cartulaire de Sainte-Croix de Quimperlé. Vous voyez que chaque témoin se voit attribuer un signe qui était qualifié par les premiers éditeurs du cartulaire de signe bizarre ou de signe capricieux. En fait, sans doute plusieurs types de symboles. Vous voyez dans la deuxième partie de la page, Alanus consul qui et Kenyart, donc Alain Kenyart, une sorte de symbole avec un rond. Ensuite, Orscondus Episcopus Fraterius, avec une forme de crosse qui évoque probablement sa fonction épiscopale. Un peu plus loin, vous avez aussi mention d'Élisée, qui était abbé de Landévennec, qui se voit attribuer un tau. Or, on a retrouvé un tau dans l'abbatiale, dans les fouilles, donc on sait que c'était un symbole utilisé par les abbés de Landévennec. Donc là, probablement aussi une référence à sa fonction. Et ça, c'est relativement rare, j'en ai pas trouvé d'autres exemples, sinon en Nantais, à une époque, dans le comté de Nantes, à une époque relativement similaire, et il se trouve que la famille régnante de Cornouailles avait de forts liens avec le comté de Nantes, puisque Alain Cagnard a eu plusieurs enfants, dont un a été comte de Nantes et duc de Bretagne, un fils Kyriaque qui a été évêque de Nantes, et un autre fils Benoît, qui était abbé de Sainte-Croix de Quimperlé et évêque de Nantes. Donc des liens très forts aussi avec le Nantais. Voilà, donc juste en conclusion, j'avais intitulé cette communication « Un manuscrit à la croisée des chemins », croisée des usages. Tous les usages du cartulaire sont mobilisés ici, historiographique, gestion, mémoire, etc. Mais aussi un manuscrit à la croisée des influences, vraiment influences multiples, bretonnes, cornouillaises, insulaires et aussi, plus loin, Poitevine. Voilà, je vous remercie.